c'est parti. Donc du coup, je suis Tiffs, je suis illustratrice en freelance depuis 2013. Donc, je travaille principalement avec le milieu d'édition. Donc je fais des couvertures pour les romans, je fais des cartes pour le Monde, tout ce qui est poster promotionnel, illustration des personnages. Donc principalement pour le milieu d'édition, après j'ai d'autres clients, mais principalement pour le milieu d'édition. Et c'est pour ça, donc ça fait vraiment 4 ans maintenant que je travaille là-dedans. C'est pour ça que je m'y connais pas mal et que j'ai proposé cette conférence. Parce qu'il y a plein de choses à dire et des choses dont on ne se rend pas forcément compte en fait. Donc déjà, il faut savoir qu'un illustrateur, c'est pas forcément quelqu'un qui dessine. L'illustrateur d'une couverture de roman, c'est la personne qui va faire la couverture. Donc ça peut être un graphiste ou quelqu'un qui dessine. Il y a des couvertures qui sont très simples avec juste une typographie et une photo derrière. Mais ça reste une illustration et on peut faire appel à un illustrateur pour ça. Donc qu'on soit bien clair là-dessus, l'illustrateur n'est pas forcément la personne qui dessine. Est-ce que vous êtes au point sur la chaîne du livre, sur comment ça se passe de l'auteur jusqu'au lecteur? À peu près. Donc il y a l'auteur qui écrit, qui envoie à l'éditeur qui s'occupe de contacter un maquettiste, qui s'occupe de contacter un correcteur, un illustrateur. Donc ça, normalement, c'est vraiment l'éditeur qui s'en charge. Ça peut être fait en interne, ça peut être fait en externe. Ah oui, j'ai oublié de la présenter, pardon. Lauriane est éditrice. Voilà. Et une amie proche également. Donc, elle va me parler, elle va compléter un peu ce que j'ai à dire dessus, de son point de vue à elle. T'es éditrice où? Je suis éditrice en freelance. J'ai fait des études en édition. J'ai travaillé un moment pour les éditions Milan. Et maintenant, je travaille, comme toi, depuis 2013 en freelance chez moi pour plusieurs éditeurs. D'accord. Voilà. Donc du coup, elle sait vraiment comment ça se passe du point de vue de l'éditeur. Moi, j'ai mon point de vue à moi d'illustratrice et on se complète assez. Okay. Donc voilà, donc ça peut effectivement être fait en interne, tout ça. Il y a des studios intégrés, il y a des éditeurs qui s'en sortent bien niveau photomontage, etc., qui vont s'occuper carrément de la couverture et ça leur économise des frais, ce qui est très bien. Ensuite, voilà, imprimeur, diffuseur, distributeur, libraire et lecteur. Voilà, donc nous on va parler de l'illustrateur et de sa manière de travailler, de comment ça se passe avec l'éditeur, de comment ça se passe financièrement parlant. Parce que quand on arrive à parler de sous, ça peut coincer, surtout en ce qui concerne l'art, les métiers créatifs, ça peut vraiment coincer. Et tout ce qui est aspect légal aussi, parce qu'on ne se rend pas compte que quand on vend une image, on ne vend pas un meuble. C'est pas la même chose. Il y a la propriété intellectuelle qui rentre en jeu et ça rend les choses vachement plus compliquées. Et ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, même les éditeurs, des fois, découvrent le truc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça? La différence entre un illustrateur et un graphiste, du coup? L'illustrateur, c'est vraiment très ténu. Le graphiste, il va avoir étudié tout ce qui est communication visuelle, c'est-à-dire qu'un graphiste va être capable de faire des logos, des packs... Des pubs? Des pubs, exactement. C'est beaucoup plus proche de la pub, mais un graphiste peut dessiner, mais un graphiste peut faire du photomontage, et il saura organiser, par exemple, une couverture, faire en sorte que la composition soit correcte, que le titre soit dynamique, qu'il attire l'œil, qu'il soit pas trop gros mais pas trop petit, ce genre de choses. Voilà. L'illustrateur, donc moi j'ai la double casquette, je suis graphiste illustratrice. L'illustrateur, c'est vraiment la personne qui va faire le visuel en lui-même. La création. Voilà. Dans certains cas, les éditeurs font appel à un illustrateur pour le dessin et à un graphiste pour la mise en page. C'est ce qui s'est vu d'ailleurs chez ActuSF, qui a publié, c'est ActuSF, oui, qui a un nouveau label qui s'appelle le label Badass, qui a publié une histoire de sorcière. Donc il y a une magnifique illustration d'une lampe, enfin d'un truc, un alambic ou je sais pas quoi, fait par un illustrateur, et ensuite un graphiste a rajouté des coins, des enluminures, etc. sur les bords, et ça rend une couverture de fou furieux. Oui, c'est leur collection jeunesse, leur nouvelle collection jeunesse. Ouais, voilà. Sur les héroïnes qui n'en font qu'à leur tête. Voilà. C'est ça. Du coup, par rapport à la manière de travailler, déjà comment ça se passe bien. En général, c'est souvent que les éditeurs, ils ont leur petite base de données d'illustrateurs. Ils peuvent en trouver d'autres. Des fois, même s'ils veulent faire plaisir aux auteurs, ils demandent un peu... Est-ce qu'ils ont des idées? Voilà, s'ils ont des idées. Les petits éditeurs sont vraiment plus ouverts que les gros, mais même les moyens, à ce genre de choix. Donc ils vont demander à l'auteur s'il y a quelque chose qu'ils aimeraient, voir s'ils ont des artistes en tête. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on me contacte la plupart du temps. On vient me voir, on me dit voilà, je suis édition machin,
notre auteur bidule nous a parlé de vous, elle vous aimerait bien pour son roman, quels sont vos tarifs, etc. Et comment vous fonctionnez. Donc, la manière de fonctionner, il y en a 3 principales. Soit l'éditeur va nous envoyer le roman, qu'on va lire, et on va faire un peu ce qu'on veut dessus. Après, il faut être honnête. C'est bon. Il faut être honnête, on n'a pas forcément le temps de lire tous les romans. On n'a pas le temps de lire des romans de 300, 600 pages pour faire une couverture. Ça prend quand même beaucoup de temps pour en tirer au final un tout petit extrait qui va faire la couverture. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on demande plutôt des extraits, on leur demande de parler du roman. Si on a accès directement à l'auteur, ce qui n'arrive pas toujours, si on peut directement parler avec l'auteur de son roman, et ça aide déjà énormément. Donc l'auteur va nous dire, voilà, c'est l'histoire de machin, qui fait ci, ça. L'ambiance, c'est plutôt, ça se passe dans une grotte, j'aimerais faire sortir une impression de magie, ou ce genre de choses. Et ça aide en fait énormément pour façonner la couverture. Et à partir de ça, on va lui demander de nous filer des extraits pour qu'on ait vraiment une vision aussi précise que possible en fait de ce qui nous décrit et de ce, voilà. On va proposer plusieurs idées en croquis. Et c'est alors soit l'auteur et l'éditeur, mais plus souvent que l'éditeur, qui va faire le choix en fait de la piste sur laquelle on va partir. Parce que l'éditeur reste quand même celui qui décide à la fin. Que l'auteur soit d'accord ou non, c'est comme ça. Donc c'est l'éditeur qui va valider. Ou sinon, ce qui se passe carrément, des fois, c'est que l'éditeur a son truc très 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 en tête, il fait voilà, je veux ça. Je veux que tu me dessines un coffre. Ok. Un coffre comment ? Un coffre commun, exactement. Qui va nous envoyer des trucs et tout. Puis en général, quand les éditeurs savent précisément ce qu'ils veulent, ça prend du temps parce qu'ils sont très tatillons. Mais voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Et au final, on n'a pas vraiment de place à la créativité, mais au moins on est efficace. Et là, ça se passe plutôt. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, ça se passe bien. Mais là, ça se passe plutôt bien, c'est vite fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport au processus de création ? Après, ça se passe plutôt bien, ça dépend évidemment des éditeurs en tant que personne, des illustrateurs en tant que personne. Voilà. Forcément, des gens qui vont être plus vindicatifs. C'est ça, à partir du moment où on demande à un illustrateur de retoucher son dessin à la fin, il peut y avoir la problématique du « oui, mais moi je sais mieux que vous en fait, ce qui rendrait mieux ». Par exemple, si on va faire un coffre rouge sur un fond rouge et que on va faire un coffre rouge sur un fond vert, et l'éditeur va dire non mais je voudrais sur le même rouge. On va dire oui mais ça ressort pas. Je m'en fiche, c'est moi l'éditeur. Il peut y avoir des petits conflits à ce niveau-là. Après c'est une question de diplomatie, de professionnalisme, de trouver le bon ton selon les personnes. Le client est toujours roi, exactement. Il y a beaucoup de BD, de mèmes qui tournent là-dessus d'ailleurs. Et c'est vrai que en général, ça se passe bien. Moi, j'ai jamais eu trop ce problème-là. Je suis pas du genre susceptible, donc on peut me dire ce qu'on veut. Je dis, ouais, pas de problème, je change. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont un peu comme ça quand même. Ils sont. Comment ça ? J'ai fait des ailes de plume, mais il faut des ailes de dragon. C'est moche, mais j'en veux pas. Mais il est hors de question que je travaillerai plus jamais avec vous. Surtout qu'après, c'est ton image en fait. Et bien ton sûr, travail. Voilà, c'est toute la problématique en fait quand tu es illustrateur, tu bosses dans l'image, c'est que ton nom va être associé au produit final. Donc si on te force à faire quelque chose de moche, que toi tu trouves moche, il y a des choses que je n'affiche pas dans mon bouquin. Des gens qui me commandent des trucs. Moi, ça me plaisait pas spécialement de les faire, ça correspond pas à ce que j'aime faire. En plus, ils m'ont fait modifier ça de manière franchement. Ça rend, je marcherais dedans du pied gauche et ça me porterait bonheur. Franchement. Du coup, c'est vrai que il y a des choses que je crédite, je demande même pas à ce qu'on mette mon pseudo, je demande à ce qu'on mette mon vrai nom. Comme ça, quand on cherche artiste, n'est pas associé à ça. Après, il y a des gens qui refusent et qui vont dire, vous savez quoi, vous ne payez pas, vous faites faire la couverture par quelqu'un d'autre, moi je veux pas, ça reste le petit côté diva des artistes, qui peut arriver éventuellement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à faire ça, parce que ça fait perdre du temps aux éditeurs. Les éditeurs n'ont pas des masses de temps, ça coûte cher le temps. Je suis un éditeur, oui. Pas des masses de temps, pas des masses d'argent. Voilà, surtout les petits et moyens éditeurs, on va pas parler de Gallimard et autres.
Mais il y a beaucoup de petits éditeurs. D'ailleurs, les éditions du 38, les éditions Flamèche qui sont là sont des... Oui, c'est des petits Oui, éditeurs. c'est des petits éditeurs. Et c'est vrai que ils font tout, enfin ils sont 2 maximum à gérer la maison. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça remet très vite en question, voire même carrément l'avenir de la maison d'édition. Chez les grands aussi. Chez les grands aussi, ouais. C'est même pire. Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas encore eu la chance de travailler avec des grands éditeurs. Un jour peut-être. Du coup, voilà, c'est un sac dans l'enrobage qui vient des conséquences. Exactement, tu parles de Et conséquences. ça, Ça fait un effet papillon. Voilà. Les plannings sont quand même prévus pour être assez serrés et que tout se passe sans accroc. Et dès qu'il y a un accroc, on doit tout décaler ensuite. La couverture sera pas prête ce jour-là, donc on pourra pas faire ça, donc on pourra pas faire ça, donc on pourra pas faire ça. Donc C'est ça. finalement, le livre sortira plus tard. C'est ça. Et ça offre une excellente transition pour la deuxième partie. On ne peut pas faire la passe sur la couverture, malgré tout. Même s'il y a un problème entre l'éditeur et l'illustrateur, la couverture, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas faire la passe dessus. Même si on n'a pas le budget, même si on ne peut pas. C'est tout simplement parce que c'est la première chose qu'on voit. Quand on est une maison d'édition assez connue, même si on est nouveau ou quoi, ou même qu'on publie des auteurs connus, le nom de l'auteur va suffire parfois à faire vendre, parfois le nom de la maison d'édition. Moi je sais que, Pocket Jeunesse, je vois leur livre, j'achète sans me poser de questions, parce que je sais que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale. Voilà. Même si les couvertures sont moches ou que je connais pas l'auteur. Mais pour une petite maison d'édition qui est pas trop connue ou quoi, ou même un primo-auteur qui va publier son premier roman, les gens qui passent de loin, qui ne le connaissent pas, sur les étagères d'une librairie, ça va pas attirer plus que ça. Et puis le résumé, il est carrément caché, et puis même il est écrit en tout petit, donc on le verra pas. C'est vraiment la couverture qui va attirer le regard, c'est son rôle, à tel point que c'est devenu carrément... C'est du marketing, hein, plus ou moins, enfin ni plus ni moins. C'est du marketing, donc il faut vraiment la penser comme une pub. Qu'est-ce qui marche, comment ça marche, quelles sont les tendances. Quelles sont les tendances, exactement. Il y a quelques années, encore un petit peu, mais c'est en train de partir, la tendance c'était aux couvertures flashy, du jaune, de l'orange, imprimées en couleur vraiment vive, comme ça on passe et on la voit. Maintenant, la tendance passe au niveau les couvertures avec des titres très travaillés, un peu typo, etc. Ça, c'est vraiment la nouvelle tendance. Mais voilà, dans tous les cas, on ne peut pas faire la passe dessus parce que sinon, les gens ne la voient pas, s'en approchent pas, ça donne pas forcément envie de lire. Enfin, je sais pas vous, quand ça m'est déjà arrivé de faire des achats compulsifs, on voit une couverture magnifique, j'ai même pas regardé le résumé, je fais ouais, je le veux dans ma bibliothèque. Parce que, même si on peut avoir des grands principes de ne pas juger à l'apparence, on est naturellement attiré par ce qu'on trouve beau. C'est comme ça. Dans un monde visuel. C'est ça. C'est beau, ça nous parle, on prend. Ça fait penser en particulier à 2 collections. La collection chez Gulfstream, qui ont fait les Outrepasseurs et leur collection électrogène. Leur livre et leur identité graphique est magnifique. Et par exemple, les Outrepasseurs, les couvertures ont fait exploser le livre en fait, parce que les couvertures sont splendides. Et aussi la collection Steampunk chez Brajlon, où ils font tout en dorure et tout. Et et le prix du livre va avec. Mais c'est magnifique. Et c'est vraiment des conceptions graphiques qui fait qu'on a trop envie de les acheter. Ça devient des œuvres d'art en fait. Au-delà du livre, ça un petit chef-d'œuvre en plus, c'est juste un régal quoi. C'est ça, donc ça fait la magie opère sur le lecteur et même sur le libraire qui va avoir envie de le mettre, plutôt que le mettre comme ça en rayonnage, le mettre en face. Il va vouloir montrer qu'il a une œuvre d'art dans sa vitrine. Exactement, voir dans sa vitrine, ce genre de choses. C'est vrai que la couverture fait beaucoup, pas forcément sur les ventes d'un livre, mais en tout cas sur l'intention d'achat. Aller regarder, Ouais, voilà, c'est Ça vraiment va la donner couverture. envie quand tu vois un beau livre sur une table, tu t'arrêtes, tu vas pas forcément acheter, tu vas dire ah tiens il est beau, Voilà, de tu quoi vas ça le parle, est-ce que ça prendre peut dans ta m'intéresser main, tourner et tout. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un que je connais? Voilà. Et tu vas pas forcément le prendre, mais tu vas en avoir entendu parler, et peut-être tu vas en entendre parler plus tard parce que quelqu'un d'autre qui l'a déjà lu, tu vas dire ah oui je m'en souviens, j'ai vu ce livre en librairie à tel endroit, ceci, cela. C'est ça, et puis après, au-delà de l'aspect marketing, attirer le lecteur, c'est aussi une question d'image de la maison d'édition. Voilà, comme on parlait de l'image de l'artiste quand il dessine quelque chose de moche qui ne veut pas y être associé, la maison d'édition a intérêt à avoir une bonne image si elle veut fidéliser ses lecteurs, en fait, tout simplement. Et même ses auteurs, je sais que je
Je pense que quand on écrit, on veut que son livre, il en jette quand même. Donc, en plus, on rêve je pense que tu t'imagines bien le truc, donc tu t'attends à ce que ça corresponde au moins à ton univers. Quoi, exactement, on s'attend vraiment à quelque chose de grandiose. On voit les auteurs, les livres publiés qui ont des couvertures magnifiques. On se dit, ouais, c'est ça que j'aimerais plus tard. Quand je serai grande et que je publierai un livre, j'ai une couverture dans ce genre-là. Et à contrario, il y a des... Je pense qu'on a tous des maisons d'édition. À un moment donné, on s'est dit, eux, ils font des couvertures moches. Déjà, j'ai pas envie d'acheter un livre. Et puis, en tant qu'auteur, j'ai pas envie d'être publié chez eux parce que j'ai pas envie que mon livre soit moche. C'est ça. C'est clair. C'est exactement ça. Du coup, pour moi, c'est doublement important la couverture d'un roman. Après, il y a aussi une question de principe dans la démarche. Si on se lance dans la fabrication d'un objet livre, pourquoi soigner le contenu et pas le contenant? Je pense que les deux doivent être équivalents. C'est un objet livre. C'est un objet livre. Ouais. Surtout qu'actuellement, en France, on fait quand même pas mal de résistance par rapport au livre numérique. Donc, c'est encore... puisqu'il y a résistance au niveau du marché du numérique, il faut vraiment continuer à créer l'objet livre, même si ce serait cool de développer aussi un peu plus le marché numérique. Mais c'est ça qui freine les gens aussi par rapport au numérique, c'est qu'il n'y a pas... les couvertures, les liseuses, moi la mienne elle est en noir et blanc par exemple, et la couverture, elle compte plus en fait, elle sert juste à sélectionner les livres dans la bibliothèque. On la voit juste un petit peu même sur internet pour acheter l'e-book et puis voilà. C'est ça, donc c'est vrai qu'au niveau du livre électronique, il y a encore un chemin à faire pour créer une identité visuelle. Ouais. C'est vrai, après il y a des éditeurs qui font le choix aussi de couverture très sobre. En France particulièrement. Blanche, Voilà, il y a la collection blanche de Gallimard et la collection jaune de Grasset, je crois. Oui, c'est Grasset. Ouais. Et chaque grand éditeur a des collections comme ça très neutres, très très neutres. Et ça, c'est vraiment une exception française. C'est la France a un rapport à la littérature vraiment très. Mais même dans les collections de poche, si on regarde les livres anglo-saxons, ils sont super colorés. Il y a des images partout, sur le dos, sur la quatrième, sur le devant, il se passe plein de trucs. Alors qu'on regarde les principales collections de poche en France, il y a quand même le titre en général sur fond blanc, une image, mais c'est beaucoup plus sobre. C'est ça. Que ce qui va se faire en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple. En France, on laisse vraiment la place à la lettre. À la littérature, en fait, tout simplement, c'est la lettre avant l'image. C'est vrai que c'est une démarche qui est intéressante. Mais dans un monde où il y a de la concurrence super forte, le marketing est quand même important, et c'est pour ça qu'on tend, même chez Gallimard et tout, maintenant on met des bandeaux, parce que les bandeaux ça fait vendre, et on tend un peu à partir aussi sur un petit peu plus d'illustration, sur vraiment les livres auxquels on croit beaucoup. Après, voilà, c'est pas obligatoire, et je pense que même si les éditeurs qui n'ont pas beaucoup de budget, je pense qu'il y a moyen de faire des belles couvertures malgré tout, sans sous-rémunérer les illustrateurs. Nous y viendrons après, exactement. Je pense qu'il y a moyen, même si vraiment on touche absolument pas au logiciel ou quoi que ce soit, en observant ce qui se fait, d'éduquer un petit peu son œil et de pouvoir faire soi-même une couverture qui est acceptable. Mais qui passe. Il y en a qui font tout à fait des choses très très bien, mais maison, pour économiser le coût d'un illustrateur. Parce qu'un illustrateur, ça coûte cher. Ça coûte cher, sans transition. Pourquoi ? Parce qu'un illustrateur a besoin de manger. Exactement. C'est comme les étudiants, je mangent des papiers. C'est ça. Et non. C'est ça. On parle de la dévalorisation des métiers artistiques, que ce soit le dessin, la musique ou quoi que ce soit. En France, on a du mal. Dans d'autres pays peut-être, mais n'y vivant pas, je ne pourrais pas juger. En France, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec les métiers artistiques. Même mes parents qui me supportent vraiment dans tout ce que je fais sont là, mais des fois, t'aimerais pas quand même te trouver un vrai métier? C'est un vrai métier. C'est-à-dire que je paye mes factures avec ce que je gagne, donc j'imagine que c'est quand même un vrai métier quelque part. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est d'autant plus compliqué que quand on est illustrateur, qu'on est face à un éditeur, le milieu d'édition est un milieu quand même assez particulier, qui, niveau sous, c'est pas forcément évident. Et il y a tout le travail de la concurrence. L'illustration, c'est quelque chose où il est très facile d'être autodidacte et d'avoir des gens qui font ça pour le plaisir, qui ont un boulot à côté, ou qui n'osent tout simplement pas en fait demander ce que ça vaut vraiment, parce que c'est difficile
d'estimer la valeur réelle de son travail. Ouais. Je sais que, au début, j'ai accepté de faire des couvertures pour 50 €. Et j'avais l'impression que c'était une chance incroyable qu'on me donnait, parce que j'étais tellement nulle à côté de tous ceux là-bas qui faisaient des choses merveilleuses. Par la suite, j'ai vu, je me suis bien fait avoir. 50 € pour combien de temps du coup? Pour une vingtaine d'heures sur une couverture. Ah, c'est pas d'esclavagisme, mais pas loin. Mais pas loin. Voilà, je me retrouvais en fin de mois avec même pas 500 €, j'étais là, il y a un problème quand même. Mais comment donner le prix correct? Et donc, j'ai galéré toute seule à trouver tout ça, et en fait, j'ai fait un truc tout bête, j'ai compté mes heures. Et j'ai établi un tarif horaire à partir du SMIC, on ne peut pas se faire payer moins du SMIC. Le problème, c'est que quand on... Alors là, je vais parler d'illustrateurs qui dessinent, parce que le graphiste peut être beaucoup plus rapide. Tout ce qui est photomontage, des fois c'est plus rapide. Quand on dessine, ça prend du temps. Que ça soit numérique ou traditionnel. Et à partir du moment où on met... en plus, quand on est à son compte, on va mettre, moi j'ai 25% de charge en étant à mon compte. Donc je vais rajouter ces charges-là sur le tarif que je vais facturer à l'éditeur, c'est normal. Hein. Mais du coup, j'arrive donc à peu près 10 € de l'heure en étant au SMIC, en admettant. Normalement, le tarif normal dans le métier artistique, c'est 15 à 45 € de l'heure. Brut. C'est un peu cher. Mais c'est ce qui se fait. C'est difficile à faire accepter. C'est un peu cher, en même temps, c'est pas l'un des métiers les plus chers au monde. Si t'appelles un plombier, il va pas te prendre 10 € de l'heure. C'est sûr. Si t'appelles un garagiste, il va pas te prendre non plus 10 € de l'heure. Exactement, mais c'est toute la problématique. Voilà. C'est vrai, oui. C'est toute la problématique justement du métier artistique. Un plombier, je pense qu'on ne remettra jamais en cause ses prix. Hein. Voilà. Ah si, quand même. Mais, ça dépend. Mais en même temps, voilà, un plombier, il arrive parce que tu as un problème de plomberie et il va t'apporter ses compétences. Il va pas venir là juste une heure, il va venir là avec tout ce qu'il sait déjà, tout ce qu'il sait sur la plomberie, tout ce qu'il est capable de faire là-dedans pour te résoudre ton problème. Et tu vas le payer, et tu vas payer à la fois cette heure qu'il va passer chez toi, et tu vas payer ses compétences. Et un artiste, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pour ça que derrière les 45, on va prendre le plus haut, derrière les 45 € de l'heure, il n'y a pas qu'un dessin. Il y a toutes les années d'études qu'il y a eu derrière, ou toutes les années d'apprentissage quand on est autodidacte, le savoir-faire qu'on a, et l'air de rien quand même le style graphique qu'on a adopté. Parce que si on est illustrateur, qu'on est relativement bon, si on fait appel à nous, c'est que quelque part, on est reconnaissable. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se paye. Après, il y a toute une histoire de renommée aussi qui peut jouer sur le truc. Je sais qu'il y a des illustrateurs qui font payer des couvertures 1 000 €. Il y en a un qui se fait payer. L'illustrateur des ailes non, pas les ailes d'émeraude, les chevaliers d'émeraude. Ouais. Fait payer ses couvertures dans les 5 000 €, il me semble. Quelque chose comme ça, c'est ce que j'avais entendu. Il est dessinateur ou c'est que du photomontage? C'est du photomontage. D'accord. C'est du photomontage, mais c'est un mec qui est... c'est un monstre dans ce milieu-là. C'est la couverture, Voilà, donc les couvertures sont très chères, mais bon, ça passe. Si les gens sont prêts à payer. Voilà, si les gens sont prêts à payer. En fait, c'est sa notoriété aussi qui appelle en disant t'achètes les compétences, t'achètes l'image de marque en quelque sorte de l'illustrateur. Exactement. Donc ça, c'est difficile à quantifier. Et quand on se retrouve avec des éditeurs qui n'ont pas de budget ou qui disent ne pas en avoir, parce que ça arrive, j'ai déjà vu d'un appel d'offres. On est une toute petite structure sans budget, alors on n'a pas plus de 100 € pour une couverture, et en fait on se rend compte que c'est un label de Erol. On fait OK. Erol ? Erol, c'est un groupe éditorial. Ouais. D'accord. Après c'est normal, tout le monde veut faire des économies, tout le monde veut payer le moins cher possible. Même moi, je veux dire, si je pouvais avoir des trucs gratuits, je les prends. Forcément, c'est comme ça. Les groupes éditoriaux, de toute façon, chaque maison a quand même son propre budget. Ouais, bien sûr. C'est pas tout à fait du mensonge. Voilà, mais c'est vrai que quand on voit l'affiliation, on se dit... Ouais, mais c'est tout peur, parce que après, ils ne redisent pas que vous avez droit à temps, vous avez droit à temps, vous avez droit à temps. Mais voilà, c'est toute la problématique, justement, éditeur, illustrateur, où on a l'impression que... On voit que les éditeurs font appel à des grands illustrateurs et on connaît leurs tarifs parce qu'entre nous on parle quand même. Voilà. Et nous après ils vont nous dire mais non mais en fait j'ai que 100 € de budget.
Mais oui, mais lui, tu lui as donné 600. Oui, mais c'est ça qui m'explique 100 €. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, nous, c'est pas quelque chose, à la limite, on est là, oui, mais quelque part, voilà, c'est pas notre problème en tant que prestataire de service. C'est pas au prestataire de service, qu'il soit illustrateur, qu'il soit correcteur, qu'il soit maquettiste, d'éponger en quelque sorte les problèmes financiers de l'éditeur. C'est ça. Non, clairement. Mais du coup, c'est justement tout le petit problème qu'on peut avoir avec les éditeurs, le problème de communication, en fait, tout simplement. Hein. Je pense qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il faut vraiment être transparent. Moi, je sais que quand on me demande un devis, j'explique. J'ai toutes mes lignes de pourquoi, comment, et quand c'est trop, j'explique que j'ai besoin de remplir mon frigo et j'explique pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ces tarifs, en fait, tout simplement. Les éditeurs ne sont pas forcément prêts à en faire autant, ce qui peut se comprendre, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais ça crée des tensions et même quand on est de la meilleure foi possible, c'est pas toujours faisable. Le fait que ça soit du dessin, que ça soit un métier créatif, voilà, que ça soit des petites maisons d'édition qui ont des tirages à 300 maximum et donc ils n'ont pas la même rentabilité sur un livre, ce qui fait qu'une couverture à, je sais pas, mettons 500 €, rapporté au tirage total. Si tu tires 5000 exemplaires ou si tu tires 300 exemplaires, voilà. La couverture ne va pas coûter le même prix par exemplaire. C'est comme pour tout, c'est comme pour l'impression, etc. Plus tu imprimes d'exemplaires, moins ça va coûter cher. Exactement. Mais c'est-à-dire que dans la petite édition, on arrive à la problématique où tu as l'illustrateur qui va toucher un plus gros pourcentage, si on ramène le prix de la couverture au pourcentage du livre, que l'auteur. Et là, il y a un problème. C'est quand même l'auteur qui a fait le livre. Oui. Oui. Voilà. Même s'il n'y a pas de livre sans couverture, ça sert à rien d'avoir une couverture s'il n'y a pas d'histoire derrière. Exactement. C'est tout le problème de la valorisation des métiers. Voilà, l'auteur aussi. En même temps, ce serait injuste aussi qu'un auteur soit payé 500 € pour un livre qui a été vendu en 10 exemplaires, pour un livre qui a été vendu en 5 exemplaires. C'est le même travail que tu as fait. Bien sûr. Après bon, concernant l'auteur, il y a quand même une légère nuance qui complexifie en fait le rapport à l'argent. C'est que l'auteur, le plus souvent, il est en demande d'édition. C'est lui qui va voir l'éditeur avec son roman déjà tout fait. C'est pas l'éditeur qui va le contacter en disant « Salut, j'ai besoin d'un roman, j'aimerais que tu consacres un mois à mon truc. » Ça arrive aussi des situations. Oui, ça arrive, bien sûr, mais à ce moment-là, il y a les avaloirs en général. Mais même, normalement, il y a des avaloirs dans tous les cas pour les auteurs. Les petites maisons d'édition ne peuvent pas. Pas tout. Il y en a qui le font, mais selon le tirage, en fait, c'est pas forcément possible. Donc, c'est vrai que c'est très complexe quand on en arrive là, en fait, à se rendre compte que, effectivement, c'est pas juste que l'illustrateur touche plus que l'auteur sur un livre, alors qu'il en fait que la couverture quelque part. Mais quand tu dis qu'il touche plus que l'auteur, c'est quand tu fais un devis pour une illustration et tu fais payer l'illustration, ou est-ce que tu as un pourcentage sur les ventes? Alors, on peut faire les deux. Il y en a qui ont des pourcentages sur les ventes. Moi, je travaille à la facturation. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème on ne te reverse pas tes droits parce que la maison d'édition a coulé ou ce genre de choses, ça arrive. Et je travaille à la facturation, donc j'ai un forfait pour une couverture. Ce qui fait que, voilà, par exemple, je reprends l'exemple de 500 €, mais sur une toute petite maison d'édition qui va tirer 200 exemplaires, ça fait quand même un joli pourcentage du livre qui est supérieur à celui de l'auteur. Ouais, mais en fait, c'est vrai que c'est quand le tirage est petit, finalement. Ouais. C'est quand même beaucoup. Sur un livre qui va être vendu une vingtaine d'euros, oui, tu vas toucher plus de 10%. C'est ça. Donc c'est plus que l'auteur. Presque tout le monde touche plus que l'auteur, sur les petites ventes. Non, mais franchement, non, mais oui, c'est vrai. Le libraire, il a 30%, l'auteur, il a juste passé quasi un an à écrire son bouquin, et plus c'est celui parfois qui touche le moins. Parce qu'un an, franchement, c'est rien pour écrire un livre. Enfin, la plupart ne mettent pas plus d'un an, sinon il faut qu'ils soient héritiers ou qu'ils aient vraiment. C'est ça, faut quand tu veux, ou vivre quand 10 ans avec chaque bouquin. En fait, voilà, c'est toute la problématique. Quand on commence, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le bouquin, qu'on l'a réécrit 15 fois et que. C'est en fait toute la différence entre les gens qui veulent en vivre et ceux qui ne veulent pas en vivre, qui font ça pour le plaisir. Il y a aussi ceux qui. Enfin, c'est comme le métier de graphiste, on peut aussi vouloir faire un métier pour le plaisir et pour en vivre. Parce que Exactement. Exactement. C'est pour ça. C'est pas du jour au lendemain. Par exemple, il y en a qui. C'est vraiment problématique pour les en tant que freelance, de manière générale, c'est pas possible du jour au lendemain de se dire aujourd'hui je lance mon entreprise de plomberie même, tout simplement. On va pas trouver. Il leur faut 3 ans. C'est ça, avant de.
On ne va pas se retrouver avec un temps plein du jour au lendemain. Je lance mon entreprise aujourd'hui, demain j'ai déjà tout mon planning pour l'année prochaine. C'est merveilleux. C'est ça. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Donc c'est pareil pour les auteurs. Exactement. Et je sais qu'il y a ce problème justement de passion. Quand la passion rentre en jeu, les gens ont tendance à légèrement te culpabiliser là-dessus. C'est pas... Là, tu fais du plaisir. Exactement. C'est pas du... Ouais, entre le pas du travail. C'est pas rare qu'on me dise, mais mademoiselle, quand votre métier est une passion, mais vos prix sont prohibitifs. Ouais. Tu vis d'amour et d'eau fraîche, quoi. C'est ça. De désillusion et de l'eau des fontaines publiques. Mademoiselle, vos prix sont prohibitifs. Je regarde mon devis, je me suis mis le SMIC horaire parce que c'était une petite maison d'édition, mais je pouvais pas descendre plus à un moment donné aussi. Je fais mon maximum, je veux rémunérer au SMIC, je peux pas faire moins. Parce qu'après, c'est moi qui va avoir des problèmes et que je fais ce que je peux, mais je peux pas faire plus à un moment donné. J'aime bien les autres, je veux bien les encourager, mais je me préfère. C'est comme ça. Et c'est là où la question que je me pose, c'est quel est le budget pour un livre et quelle est la part de budget qu'on accorde à l'illustration, à la couverture. Parce que par exemple, quand tu me dis, quand on pense par exemple 250 € une couverture, une illustration, je me dis, je sais pas, ça me paraît pas énorme. De l'autre côté en fait, par rapport à tout ce qu'il y a à payer, l'imprimeur et tout, alors que c'est vraiment le truc qui va te permettre de mettre en avant ton livre. Et j'aimerais bien avoir le point de vue, donc... Quel est le budget pour un livre ? Ça dépend du livre, ça dépend du tirage, ça dépend d'énormément de choses. Si on se met à payer un correcteur, si on se met à payer un maquettiste, qui eux aussi vont travailler à l'heure en général. Moi je fais de l'heure correction par exemple, je sais que je prends 20 € de l'heure. J'ai aussi 25% de charge, donc je fais 15 € de l'heure en correction. Sur un livre qui va faire, on va dire, 300 000 signes, ça fait un roman, une centaine de pages Word à peu près, pour vous situer. Donc petit roman. Moi en correction, je vais prendre 600 €. Ensuite, il va y avoir la couverture qui va coûter 300 €. 300 €. Voilà. Pour les moyenne basse. Moyenne basse de 300 €. Va y avoir l'imprimeur, si vous faites 2000 exemplaires. C'est beaucoup 2000 exemplaires. 1000 exemplaires, on va dire. Petit tirage, gros tirage pour une petite maison, petit tirage pour une grosse maison, donc voilà 1000 exemplaires. Ça va coûter, je pense, au moins 3000 € d'impression. Le maquettiste, combien de temps il passe un maquettiste à peu près, je sais pas trop ça. J'en ai aucune idée. On va peut-être lui donner 500 € aussi. Va y avoir l'éditeur, il faut qu'il mange aussi, étonnamment, comme tous ces gens, comme les illustrateurs. C'est bizarre. C'est incroyable ces gens qui pensent qu'à manger. C'est fou. Lui, il va falloir qu'il se rémunère. Rémunéré. C'est difficile ce matin. Il va falloir qu'il se rémunère aussi, je sais pas combien. Toi aussi, tu es éditrice, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur mes calculs approximatifs. On a déjà plus de 4000 € là. Voilà, on est déjà à plus de 4000 €. Donc l'auteur aussi qu'il va falloir payer. Il y a un éventuel avaloir en plus. Un éventuel avaloir, on va lui donner un avaloir de combien ? Ça dépend des tirages. Mais voilà. Là, on a un tirage de 1000 exemplaires. En général, l'avaloir, c'est de l'ordre de la moitié de ce qu'on espère vendre. Ouais. Donc si on lui donne 7% sur 1000 exemplaires, ça lui fait... Oh, le calcul. Ça dépend combien on le... C'est trop compliqué pour un samedi matin, tout ça. Non, mais moi, je ça fait beaucoup de sous, en fait. C'est ça. Voilà. Ce que j'ai dit, en tout On cas, arrive facilement à 5000 €. Ouais. Au moins. Au total. Au moins. En prenant des trucs qui sont pas trop chers non plus, en considérant que l'éditeur ne mange pas beaucoup. L'éditeur est au régime, l'illustrateur aussi, ça tombe bien. Il se contente de pain et d'eau fraîche. Voilà. C'est ça. Sans compter aussi tout ce qui est diffusion et distribution. Si c'est fait en interne, ça sera gratuit, entre guillemets, puisque c'est l'éditeur qui va s'en charger. Si c'est fait en externe, il faut encore payer des prestataires de services qui coûtent assez cher. Il y a le libraire aussi, évidemment, qui mange comme tous les autres. C'est étonnant, encore une fois. De gourmands, tout cela. Voilà. Donc,
Donc oui, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher et une couverture à 300 €, c'est pas beaucoup, mais voilà, il y a tous ces gens qu'il faut nourrir, mine de rien. Du coup, on essaie de compresser un petit peu sur chaque partie. Bah toi, au lieu de te payer 400, on va payer 300. En tant que correcteur, au lieu de te payer 600, on va te payer 500. L'éditeur, on va peut-être lui donner 6% au lieu de 7%. L'auteur, je veux dire. L'imprimeur, on va essayer de trouver le moins cher possible, d'utiliser des papiers qui vont peut-être être moins bien, qui vont coûter moins cher. C'est ça, et du coup, c'est toute une partie de négociation, de toute façon, dans le milieu, dans ces milieux-là. Parce que, on sait ce que c'est, hein, on est tous un peu dans le même bateau, plus ou moins. Hein. Et puis de délai des factures. Enfin, moi, des fois, je sais qu'il y a une éditrice avec qui je travaille régulièrement en tant que correctrice. Et des fois, elle me dit, là, voilà, je sors 3 bouquins en même temps. Je peux pas vous payer les 3 bouquins en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en payer un par mois sur 3 mois. J'ai l'argent à la fin quand même, le travail est fait pour elle quand même, et puis ça permet de délayer un petit peu les factures, d'éviter, au lieu de payer 2 000 € d'un coup, on va payer en 3 fois 700 €. Ouais. On essaie tous un petit peu d'être arrangeants là-dessus. Voilà, c'est une histoire de compromis, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes parfois, et c'est vraiment ce qui est difficile à gérer, surtout je pense quand on débute en fait dans le milieu, où on s'y connaît pas forcément, et où c'est très facile de se faire embobiner. Je parlais tout à l'heure des couvertures à 50 €. L'éditeur qui me proposait ça, à la base il était là, oui, alors ce que je peux faire, c'est que je te donne 1% sur les ventes de livres. J'étais là, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, et puis je voulais pas non plus dessiner gratuitement, parce que pour moi 1% c'est pratiquement gratuit, sachant qu'ils avaient des tirages à 500 exemplaires. Sinon ce que je peux faire, c'est que je te paye 50 € tes couvertures. Voilà, c'était le début, je m'y connaissais pas. À l'époque, tu m'avais dit tantôt, c'est quand même pas cher du tout. Moi j'avais l'impression que c'était beaucoup trop, parce qu'en plus ils m'en avaient commandé une vingtaine, donc au final j'avais quand même pas mal d'argent à la fin, mais comparé au travail effectué, ça n'avait rien à voir. Quand on est débutant, c'est vraiment difficile en fait d'appréhender, de trouver la bonne balance en fait entre temps de travail, facturation et édition et les éditeurs. Compromis. Et compromis. Voilà, c'est un peu. Ça vient avec l'expérience, ça vient en parlant avec les autres, en faisant soi-même des concessions. Hein. Voilà. Il n'y a pas de concession de la part des éditeurs qui vont accepter de payer un peu plus cher, sinon on n'accepte pas de faire un peu moins cher aussi. C'est des concessions, c'est donnant-donnant, hein, dans tous les cas. L'éditeur va dire 200, toi tu vas dire 400, et puis il va dire 300, voilà. Allez. Faut toujours dire un peu plus. Exactement, c'est exactement ça. C'est le principe de la négociation. Après, au mieux, la personne accepte ton devis plus cher et c'est merveilleux. C'est ça, c'est ce qui m'est arrivé récemment. Je l'ai appelé la couverture en or massif, c'est pour la peine. Je l'ai appelé comme ça, parce que j'ai fait un devis très haut, parce que la personne était pressée. Donc j'ai compté un supplément prioritaire en fait, parce que du coup je mettais en pause tout le reste. Je me suis dit, mais le devis va jamais passer. Il a fait d'accord. J'ai fait, je suis un monstre. Vraiment, je me sentais mal. J'avais le vieux syndrome de l'imposteur. Je le vole. Et en fait, le temps que j'ai passé dessus, non, ça les vaut, mais voilà. Et par curiosité, une couverture en or massif, ça correspond à combien? La couverture en or massif, elle lui a coûté 550 €. C'est pas mal. Voilà. Qui est un prix raisonnable. Ce qui est un prix raisonnable. Honnêtement, voilà, c'est un prix raisonnable. C'est un prix raisonnable, mais c'est pas un prix que j'ai l'habitude de faire, c'est pas un prix qu'on a l'habitude de me demander. Voilà. Quand on me dit 100, bon, non, faut pas déconner. 200, ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Je suis aux alentours des 300 plutôt. Ce qui est déjà, pas mal. Donc là, 550, tu es là, hop. C'est 2 pour le prix du. Voilà, mais il y a des gens qui profitent justement de ce syndrome de l'imposteur. Ah bah oui. Voilà. Il y en a qui jouent dessus, qui jouent sur l'affectif, sur le fait que le dessin, c'est une passion. Et les passions, il faut quand même pas trop espérer en vivre. Et ensuite, qui rapportent sur leur expérience à eux. Moi, je fais mon métier par passion. Et je n'en vis pas. Et je n'en vis pas. C'est un problème. Et oui, mais c'est bien gentil, mais du coup, ils vont culpabiliser forcément. Qui vont dire, ouais, c'est vrai. Mais franchement, je commence à avoir un petit peu d'expérience là-dedans et je culpabilise pas trop. Là, pour le coup, je me sentais mal. Alors, je savais que j'avais complètement raison, mais je me sentais quand même mal. C'est fou quand même d'en arriver à un point à se sentir mal quand on pratique les paris corrects. Mais c'est ça, c'est ça. C'est le milieu, l'ambiance qui est comme ça, qui fait que... C'est comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il est important vraiment
de discuter, de communiquer en fait avec... de communiquer vraiment avec l'éditeur et de pouvoir, même avec les autres illustrateurs, de trouver des gens en fait avec qui parler et échanger sur tout ça, pour savoir ce qui se fait, ce qui est acceptable ou non. Changer les expériences. Exactement, même il y a des choses qui sont tout à fait acceptables, parce que nous on ne trouvera pas acceptable, on va se braquer et faire n'importe quoi. Et en fait, quand tu vas parler à d'autres personnes, ils font non, mais ça c'est normal. Et en fait, on s'est rendu compte on est allé trop loin. Ouais. Ça arrive aussi, il y a aussi l'inverse qui est faisable, c'est pas forcément que les éditeurs qui sont des monstres. Il y a des illustrateurs qui sont bien gratinés aussi dans leur genre. Il y en a partout, de toute façon, que ce soit ça partout. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Quel délai on vous laisse entre la commande et la remise? Alors ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a des gens, des éditeurs qui me commandent leur couverture la mi-année pour faire leur catalogue de l'année d'après. Donc le livre va sortir en juillet de l'année d'après. Ils ont besoin de la couverture pour décembre. Donc j'ai 6 mois. Après, il y en a qui demandent de pouvoir payer en plusieurs fois, mais à ce moment-là, détailler le paiement, mais à ce moment-là, on étale aussi le délai de la couverture, par exemple. C'est ce qu'ils me proposent. C'est eux qui proposent ça pour l'effort que je fais en fait financier en leur proposant des couvertures moins chères. Eux, ils me proposent de rallonger le délai ou de payer. Puis je leur propose de payer en plusieurs fois et tout. Et c'est un peu... Voilà. La couverture urgence normative, c'était une semaine. Une semaine? Ouais, une semaine. Ah ouais, donc tu t'es consacrée qu'à ça? Je me suis consacrée qu'à ça. Sachant que voilà, c'était une semaine. En fait, il m'a contacté en une semaine. Dans ce délai, il faut compter la prise de contact. Et oui. Et les gens en face sont pas toujours super réactifs et on l'est pas toujours non plus. Chez moi, Internet marche très mal. Des fois, j'ai 2 jours sans Internet et je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai même pas de réseau, donc j'ai pas la 3G. Donc je marche dans mon village avec mon téléphone, à la recherche de 3G pour voir mes mails. C'est vraiment le fin fond de la campagne. Donc le manque de réactivité peut jouer beaucoup. Le temps qu'on fasse des essais, il suffit qu'on tombe pas juste du premier coup, qu'on refasse plusieurs essais plusieurs fois. La mise en couleur, l'illustration finale, et puis pour un peu qu'on nous demande aussi de faire la maquette, tout simplement de la couverture. Ça prend aussi du temps. Donc là, c'était une semaine. C'est court. En général, je suis aux alentours de 3 semaines, 1 mois. Enfin, c'est mon délai à moi. Après, il y a toujours moyen de s'arranger s'il faut que ce soit plus rapide. Oui, puis sur 3 semaines, 1 mois, tu ne vas pas consacrer un seul projet, tu vas en avoir plusieurs en même temps. Voilà, c'est surtout qu'il y a plusieurs choses à faire. 3 semaines, 1 mois, c'est, disons, en travaillant, je travaille entre 10 et 11 heures par jour, plus ou moins, avec plusieurs projets. La couverture en elle va me prendre entre 20 et 40 heures. Donc c'est pas les 3 semaines qui vont être consacrées qu'à cette couverture-là. C'est pour ça que le délai compte là-dessus. Après, il y a des éditeurs qui sont pressés, il y en a qui ne le sont pas, et on adapte aussi en fonction de ça. Et puis Naïmoun, quand ils sont pressés, du coup, ils ne peuvent pas vous faire refaire 400 fois s'ils ont besoin qu'elle soit finie. S'ils ont besoin qu'elle soit finie, après ça dépend de leurs exigences. Soit ils veulent sortir leur livre à l'heure, soit ils préfèrent avoir la couverture parfaite et sortir leur livre avec quelques jours de retard. Ça dépend. Il y en a qui pinaillent quand même. Il y en a qui pinaillent à 3h du matin. Il y en a qui pinaillent à 3h du matin, c'est un vendredi soir, les gens ils me le font pour demain. Si vous décrochez, forcément. C'est ça. C'est par mail après. Je sais que je reçois souvent des mails le vendredi soir assez tard, il nous le faudrait pour lundi. Et vous répondez? Ouais. Je me prends pas, mais je prends pas de week-end. Oui, mais même par principe. Je réponds pas dans l'heure, je réponds le samedi. Parce que je sais aussi, quand on est des petits éditeurs, souvent on a un travail à côté pour pouvoir manger, justement. Ça n'y arrive pas. Et justement, l'édition passe après ce travail-là. Donc je me dis. Eux aussi, ils travaillent le week-end. Voilà. Les mecs, ils sont là, en dehors de leurs heures de boulot normales. Ils font quand ils peuvent. Et donc, si je veux que la communication se fasse rapidement, il faut que j'y mette du mien aussi. Après, ça me dérange. Si tu réponds lundi, tu vas attendre le vendredi pour avoir la réponse. C'est ça. Moi, ça me dérange pas de répondre tard ou dans le week-end ou quoi que ce soit. Je travaille de nuit. je deviens efficace à partir de 17h. Donc, je travaille jusqu'à très tard et après, je dors la journée. En général, ça rentre comme ça. C'est ça, mais... C'est le secret des illustrateurs. C'est surtout que la journée, il y a de la lumière sur mon écran. La nuit, je vois bien les couleurs. Il n'y a pas de secret. Il y a ça qui joue aussi. Il faut vivre sous terre. Ouais. Il faut la pièce noire comme les photographes. On pourrait aussi. J'aime mieux travailler la nuit de manière générale.
de la musique. Je sais que je dérange personne. Et la nuit, ce qui est vachement bien, c'est que la plupart des gens normaux dorment. Donc ils ne t'appellent pas au téléphone et ils ne t'envoient pas de mail. Ouais. Et t'es pas dérangé constamment en te disant merde, j'ai encore 3 mails qui viennent d'arriver, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, merde, j'ai encore le téléphone qui sonne. Et il n'y a pas d'autres distractions. Parce que quand on est à son compte, moi je travaille en pyjama, avec Facebook ouvert, mon chat à côté et une tasse de thé. Mais voilà, hein, c'est les conditions. Il a dit qu'il y a moins de gens sur Facebook. Et il y a moins de gens sur Facebook. Il n'y a pas des vidéos YouTube, il n'y a pas quelqu'un qui va te partager une vidéo de chaton. Oh, regarde, et 3 heures plus tard, tu vas être sur une vidéo de l'Argentin parce que tu es passé de là à l'autre et tu vas arriver perdu merveilleusement. Voilà. Donc, lui, il y a quand même pas mal d'avantages. Oui. À part la vie sociale. À part la vie sociale. Tu n'en as pas besoin, tu es illustratrice. C'est vrai. Donc voilà. Un dernier point, je voulais aborder l'aspect légal des illustrations. Je parlais tout à l'heure de propriété intellectuelle. C'est un peu tordu, on va dire. Voilà, quand les éditeurs nous payent une illustration, il faut savoir qu'elle ne leur appartient pas. Ils n'achètent pas l'illustration. Ils n'achètent pas l'illustration, c'est pas un meuble. Ils achètent le droit de la mettre sur leur... Ils achètent le droit, là, exactement. Ils achètent des droits de diffusion, les droits d'exploitation en fait. C'est en fait, voilà, dans la propriété intellectuelle, le droit se sépare en deux. Tu as les droits moraux et les droits patrimoniaux. Le droit moral, c'est la personne qui va créer quelque chose, que ce soit un auteur, un musicien, un dessinateur, ça lui appartiendra toute sa vie. C'est à lui. On ne peut pas lui enlever. Toute sa comme vie ça. Et même après sa mort. mort. Et après sa mort. C'est 70 ans après sa mort. En France. En France. Voilà. D'ailleurs, le droit... Non, c'est les droits patrimoniaux. Le droit moral, il appartient toute sa vie, même après sa mort, pendant toute l'éternité infinie. Non. Droit moral, si. C'est les droits patrimoniaux. Ah, c'est que le droit patrimonial. Les œuvres de Mozart, elles sont toujours à Mozart. Elle est morte. Et si un jour les héritiers de Mozart souhaitent s'opposer moralement à une interprétation d'une de ses symphonies parce qu'ils considèrent que moralement ça ne respecte pas Mozart, ils ont tout à fait le droit. Après, je ne sais pas ce qu'est une interprétation qui ne soit pas morale de Mozart, on ne sait jamais. Mais oui, effectivement. Du coup, donc ça, on ne peut pas lui enlever. Et à partir de là, il y a une relation, quelque chose d'assez difficile à appréhender, c'est-à-dire on sait voilà, les droits patrimoniaux d'exploitation dans un certain cadre, sur une certaine durée, pour une certaine utilisation. Et ça, c'est super codifié. Et ça doit être fait par contrat. Comme pour les auteurs. Comme pour les auteurs. Donc, ça protège à la fois l'éditeur et l'illustrateur. C'est-à-dire que l'illustrateur va faire son dessin pour la couverture. Il va signer un contrat. Dans ce contrat, on va dire l'illustration, elle va être pour tel livre. Ça va être fait en tel produit sur tel produit dérivé, pour l'exploitation numérique, pour ceci, pour ça, et sur on encadre en fait toutes les utilisations qu'on va pouvoir faire de cette illustration-là. Exactement. Et si tu considères que par exemple il n'y a pas les affiches dedans du produit promotionnel, si l'éditeur veut faire une affiche avec cette image, il faut faire un autre contrat. S'il n'est pas dans le contrat, s'il n'y a pas le numérique dans ce contrat-là, il faut refaire un autre contrat pour l'utilisation numérique. Exactement. C'est comme pour les auteurs. Tu peux signer un contrat pour un livre papier, si après le livre va être adapté en numérique, il te faut un autre contrat. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se paye aussi, la cession de droit. Le tarif change selon le... Voilà, exactement. Ça change selon la durée d'exploitation, selon l'étendue de la cession. Enfin, ouais, l'étendue de la cession. Mais c'est pas le truc de la durée, ça. Enfin, selon en fait le nombre de tirages, voilà, le temps de la session dans le temps. Et si c'est un tirage, c'est une maison d'édition régionale, nationale, ou si c'est pour plusieurs pays. Donc ça va changer aussi. Mais ça veut dire que si c'est dans un temps donné, au bout de 5 ans, si l'éditeur il veut rééditer et que c'est passé, est-ce que il faut qu'il refasse un contrat pour revalider que l'illustrateur est OK pour... Exactement. De manière générale, même quand on réédite un livre qui a bien marché, si on veut garder la même couverture, on doit en aviser l'illustrateur. On doit lui en informer, voire refaire un contrat, voire repayer des droits. Et si on veut modifier du coup la couverture? C'est avec l'illustrateur. Il faut voir ça avec l'illustrateur. C'est comme quand on veut modifier un texte. Le texte de l'auteur, tu vas pas le modifier derrière son nom en disant en fait j'ai rajouté 2 paragraphes. Voilà, ça me fait vachement plus.
sympa. Allez, bisous. Maintenant, on va aller au privé. C'est ça. L'auteur, il va arriver. Pardon, ces 2 paragraphes, là, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu avant. C'est Mais une fois normal. que par contre la durée du contrat est passée, On récupère nos droits. voilà. Voilà, l'illustrateur récupère son illustration. D'accord. Donc le contrat, il empêche en fait l'éditeur de faire n'importe quoi. Il va pas pouvoir, par exemple, prendre la couverture, la mettre sur un autre de ses livres, et puis sur tous ses livres, parce que si ça peut aller, Ouais. pourquoi pas, Ouais. c'est pas. Hein. Ouais. Ou Ça tombe la bien, cette refiler, couverture, c'est un vampire. Tous mes livres parlent de vampires. c'est ça. Ou la refiler à un copain éditeur, parce que finalement, il en a plus l'utilité. Mm. Voilà, finalement, on a trouvé un illustrateur qui correspondait mieux, alors bah je l'ai plus, bah tiens, de toute façon, je l'ai déjà payé. Mm. Ça, c'est pas possible. Mais de la même manière, l'illustrateur ne peut pas aller refourguer sa Exactement. couverture à un autre Ah oui, à un exactement. autre éditeur. Voilà, c'est pour ça que le protège contrat est vachement l'éditeur. bien. Sinon, bah, l'illustrateur, il peut tout simplement reprendre la couverture, l'imprimer en poster, voire la modifier un petit peu, et puis ben, c'est l'illustration de mon roman. Parce que j'ai dit c'est l'autoplagiat, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la violation de droit. À partir du moment où on cède ses droits, ben, on peut enfreindre les droits sur notre propre illustration. C'est un petit peu tordu, voilà, la propriété intellectuelle. C'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Le fait que quand on achète un dessin, on n'achète pas le dessin, on achète les droits. Voilà, et quand on parlait justement de la problématique des maisons d'édition, les tarifs avec les éditeurs, je sais que pour les tirages à moins d'un certain nombre d'exemplaires, je compte pas de cession de droit comme ça. Je fais juste voilà, vraiment le tarif de la main-d'œuvre. C'est aussi ma façon d'aider. C'est un peu aussi ma concession à moi. Je vends pas, mais enfin, je me rémunère pas en fait la cession de droit. Mais pourquoi qu'est-ce que ça change? C'est plus cher du coup. Quand on va vendre, quand on va faire une illustration, il va y avoir donc le tarif horaire, le temps qu'on va mettre à faire la couverture, plus la cession de droit. Mais vous pouvez pas faire une cession de droit globale, comme font les graphistes ailleurs que dans l'édition? Bien sûr que si, mais je veux dire, ça ferait monter le prix forcément. Pas forcément, non. Vous pouvez faire une cession de droit à 300 €, et puis basta, quoi. Après, oui, le mais temps après- qu'il y avait passé ou je sais pas quoi, ça change rien. Bah si, parce que, admettons, un livre qui va être imprimé à 300 exemplaires, un livre qui va être imprimé à 10 000 exemplaires, la portée de la couverture va pas être la même. Voilà, elle change. Le pourcentage se module en fait selon vraiment le... Mais ça se fait aussi dans les contrats, tant de pourcentage jusqu'à tant Bien sûr. d'exemplaires et tant pour au-delà. Bien sûr, Donc mais justement... ça vous empêcherait rien. Non, ça m'empêcherait pas, mais disons que c'est un effort aussi que je fais de mon côté pour vraiment les petites maisons d'édition. Mais Je c'est sais là qu'on ce a que des je problèmes. comprends pas. En quoi ce serait moins cher? Bah parce que du coup, Parce que du coup, J'inclus au lieu de pas payer le- 300 € la couverture, ce serait 600 € si tu rajoutes 300 € En de admettant, ouais. cession de droit. Mais pourquoi pas faire une session de droit à Bah, 300 € point barre, quoi. mais je signe un contrat en fait. Mais je pourrais calculer en plus. D'accord, vous avez quand même un contrat de cession. Bien sûr, il y a un mais contrat. ok, Simplement, c'est c'est la pas session de compris. droit. C'est ça que j'avais pas compris. D'accord. Excusez-moi. La cession de droit est gratuite en fait. C'est juste, j'insiste pour avoir des contrats. Oui, quand bah même. oui, c'est pour ça que ça m'étonne. Non, les contrats sont super importants. C'est juste que je ne le facture pas. D'accord. 300 Voilà. € la couverture, la session de droit offerte. C'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Même par exemple, un truc tout bête, mais un petit éditeur qui va venir me voir parce qu'il réédite un auteur dont j'ai déjà fait la couverture, qui est parti de sa maison ou sa maison a coulé, qui voudrait réutiliser ma couverture. Normalement, je devrais lui faire payer une nouvelle session de droit, mais pas la main-d'œuvre, donc c'est moins cher. Si c'est une petite maison d'édition, je lui fais non, je veux juste un nouveau contrat. Puis voilà, puis vous pouvez l'utiliser, ça ne me dérange pas. Tout ce que je demande, c'est de recevoir un exemplaire illustrateur. Parce que c'est ce qui se fait aussi. logique. Ce qui est logique, voilà. J'aime bien mon étagère de la gloire. Avec vous avez droit qu'à En général, elle a une bibliothèque avec tous les vous livres avez de la droit qu'à un couverture. exemplaire. De temps en temps, j'en ai 5. Mais en général, j'en demande un D'accord. pour mon étagère. Par contre, tu attends que ce soit l'éditeur qui te propose le contrat ou toi, tu as ton propre contrat en tant qu'indépendante que tu... Alors, je le demande à l'éditeur. Si l'éditeur n'en a pas, je leur propose un modèle qu'ils peuvent ensuite faire, que j'avais fait faire avec un juriste et tout. Si eux veulent le faire et examiner, ils peuvent. Si on peut le modifier, de toute façon, les contrats se modifient dans tous les cas sans problème. Et voilà, j'ai un modèle si jamais les gens ne s'y connaissent pas. Et c'est ce qui arrive en général avec les auteurs auto-édités qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Ou des maisons d'édition qui se lancent. Et je sais pas, des fois il y a des éditeurs un petit peu apprentis sorciers qui sont là, j'écris, alors je lance une maison d'édition. Les livres, c'est beau. Les livres c'est beau, j'aime bien. Donc elle est. Il y en a qui font ça, donc voilà.
puis ça permet aussi, de toute façon ça fait partie du partage d'expérience, hein, c'est aussi comme ça qu'on grandit. À la base, je ne savais même pas qu'il y avait des contrats dans l'illustration, c'est juste que je l'ai appris, ah bon, je vais peut-être en demander alors. Vous n'avez pas une asso aussi là d'illustrateurs, le SNAC La SNAC. La SNAC, c'est ça. Ouais, le syndicat national des... Ouais. Ils vous donnent des conseils quand même. Ah oui, on peut les contacter sans problème. Il y a même autre chose, c'est la charte. Oui, aussi. La charte, c'est une très bonne association, on y adhère et on a... Ça, c'est pour les auteurs, les illustrateurs, pour un peu tout ce métier, ce cosmos-là. On peut avoir, bien sûr, on peut être très encadré. Hein. Ouais. Mais disons que c'est pareil, c'est des prestations qui sont payantes. Pour avoir des conseils de la charte, il faut adhérer. Puis tout le monde ne connaît pas forcément la charte. Tout le monde ne connaît pas forcément ces trucs-là. Même des... Je vais extrapoler sur les auteurs, mais des auteurs qui gagnent des concours littéraires et qui se retrouvent édités par une énorme maison d'édition, qui vont faire confiance aveuglément à leur éditeur et se retrouver avec des clauses de préférence sur 5 livres. Ils ne savent pas que c'est abusif. Ils ne savent pas qu'ils auraient pu le faire enlever, ils se retrouvent bien embêtés, ce genre de choses. C'est des trucs qu'on apprend sur le tas, mais c'est vrai qu'on ne pense pas en fait à chercher. On n'imagine pas qu'il peut y avoir des gens qui ont déjà eu ces expériences-là et qui ont fait quelque chose à côté pour informer les gens. Par contre, pour les auteurs de l'écrit, il n'y a pas franchement d'assaut et de syndicats et tout ça. Je trouve qu'ils sont encore moins mal conseillés que tous les autres de la chaîne du livre. Mais c'est les moins bien payés, les moins bien conseillés. Et puis même cette clause, je croyais qu'il avait enlevé les éditeurs parce qu'elle est tellement facilement contournable. Pas tous, il y en a mais elle est contournable. On sort 3 textes, et on leur balance et on est libéré qui vont refuser, forcément. On sort 3 trucs très mauvais. Et ça rime à rien. Bien sûr. Du coup, j'avais entendu dire que les éditeurs l'avaient enlevé puisque... Il y en a beaucoup qui les enlèvent, surtout que maintenant, les auteurs aiment bien publier dans plusieurs maisons d'édition. Mais même les éditeurs n'ont pas forcément envie de... Oui. Si ce bouquin-là ne correspond pas à leur ligne éditoriale. C'est ridicule de retenir l'auteur, de faire autre chose. Parce que c'est vrai que si l'éditeur refuse ton manuscrit, je sais pas, quelqu'un qui est spécialisé dans la fantaisie, qui va d'un seul coup écrire de l'historique, qui va proposer son éditeur, qui ne va pas en vouloir, on fait quoi? Il est obligé d'attendre... C'est ça, c'est l'auteur qui se fait avoir. Ou de sortir 3 trucs pourris pour être déchargés. Il y en a plein qui ont fait ça à un moment donné. C'est pour ça qu'ils devaient la supprimer, cette clause. Ouais, mais non, mais ils l'ont pas. Il y en a qui l'utilisent encore, qui l'ont encore. Et c'est pas suffisant pour faire annuler un contrat. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à la signature, il faut essayer de négocier les contrats de toute façon. Puis en plus, c'est doublement utile parce que ça permet aussi de savoir si l'éditeur, un petit peu professionnel, j'ai envie de dire, s'il rembarre vachement sèchement en disant non mais pour qui tu te prends, le contrat il est comme ça et puis vous ne me faites pas confiance alors que je donne une chance à votre livre. Ouais, voilà. Chantage affectif, tout ça. Ça augure franchement, les auteurs, c'est les auteurs de l'écrit, ils sont vraiment très très mal considérés. Même les relecteurs, pas les correcteurs orthotypographiques, là, ceux qui... La manière dont ils traitent les auteurs, mais c'est un pur scandale. Quoi. C'est un mépris et d'une condescendance, des fois, c'est un pur scandale. De toute façon, il y a cette expression qui dit que c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est l'auteur qui est à la base du livre. C'est-à-dire, sans auteur, sans histoire, il n'y aurait pas le livre, c'est comme ça. Et pourtant, on est là. C'est vrai que c'est pas forcément... Après, tous les éditeurs ne sont pas des grands méchants. Il y a des gens très bien dans ce milieu aussi, comme partout. En plus, les éditeurs en eux-mêmes ne sont pas toujours au courant de ce que font leurs relecteurs. Oui, aussi. Forcément, s'ils délèguent, c'est pour pas être derrière, pour pas avoir à s'en occuper. Parce qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, ils sont pas forcément au courant de tous les détails. Je veux dire, mes correcteurs sont vraiment parfaits dans les livres que je lis, ça m'a l'air très mais les correcteurs, c'est encore autre chose. On est tous humains. Voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Moi, je me souviens, quand je bossais chez Milan, on avait sorti un livre qui s'appelait Les sorcières du collège. On était 5 dans le département, on l'avait tous relu 1 million de fois.
la couverture, les correcteurs l'avaient relu, les éditeurs l'avaient relu, les maquettistes l'avaient relu, tout le monde. Il devait y avoir 10 personnes qui avaient relu cette couverture. On l'imprime, on le sort, et qu'est-ce qu'on voit marqué sur le dos? Les scorcières du collège. Et là, c'était un échec. Grosse erreur. Et personne l'avait dit, personne, parce qu'on le lisait comme ça rapidement et on avait tous vu. C'est une histoire d'un bout de moins. C'est ça, des ailes d'émeraude, il y a eu une faute. Ah ouais? Oui, les parcs, il marqué les parcs, mais les marques. Ah, le résumé derrière. Et Mais puis, les il faut savoir correcteurs que... orthotypographiques, par contre, souvent, c'est quand même des bons. Les bouquins où il y a des fautes, c'est parce que l'éditeur a fait l'économie du correcteur. Oui, souvent. Souvent, ou parce qu'il n'y a qu'une seule correction, alors qu'il en faut au moins 2 ou 3. Enfin, moi, je sais que Quand quand... c'est des fois, il n'y a pas besoin de 2 ou 3. Quand c'est des gens, c'est vraiment leur métier d'être correcteur orthotypographique, et c'est un métier aussi. Mais il faut au moins, pour moi, il faut au moins 2 corrections. Ah, au moins l'éditeur qui repasse derrière pour relire. Oui, Enfin, et puis... 2 regards, quoi. Non, enfin, moi, je pense qu'il faut 2 corrections parce que même si on est très bon, qu'on est très concentré, il y a toujours un moment où notre esprit va divaguer pendant 10 secondes, où on va pas vraiment lire cette phrase, et on peut tous laisser passer des trucs. On a tous des exemples de livres publiés chez des éditeurs reconnus, où on a trouvé 1 ou 2 fautes à un moment donné. Oui, est-ce que c'est dramatique? L'économie d'un vrai correcteur professionnel. Oui. C'est ça. Il y a des économies, mais en même temps, pour moi, reprocher qu'il y ait 1 ou 2 fautes dans un roman de 300 pages, c'est pas dramatique. C'est scandaleux. Non, franchement. Moi, je trouve pas ça dramatique parce qu'on est tous des humains. C'est comme devant une voiture avec des freins défaillants. Voilà. Moi, je suis pas d'accord, c'est moins grave. La personne qui achète le produit. Dans ma bibliothèque, j'ai pas un livre où j'ai pas trouvé. Ah, mais moi aussi, hein. Pareil. De plus en plus. Mais enfin voilà, du coup, comme il y a au moins 1 faute dans tous les livres. C'est pas parce qu'il y en a de plus en plus qu'il faut. Non, c'est clair. Je suis d'accord qu'il faut pas faire l'économie du correcteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je suis correctrice, je ne vais pas non plus je vais pas vous dire du mal des correcteurs. Mais pour moi, s'il reste 1 ou 2 fautes dans un bouquin, c'est pas dramatique parce qu'on est tous faillibles. Enfin, moi, je vois bien dans mon expérience de correctrice, je corrige mieux aujourd'hui que je corrigeais il y a 3 ans. Parce que j'apprends des choses au fur et à mesure, parce que je m'instruis, parce que ceci, parce que cela. Et parce que voilà, les éditeurs non plus ne peuvent pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être parfait partout. Et dans l'idéal, dans un monde parfait et utopique... Les fautes qui restent, c'est rarement des trucs très compliqués qui auraient demandé d'avoir étudié les fautes qu'on trouve dans les bouquins. Je suis d'accord, mais c'est souvent des choses bêtes. D'accord. C'est de ça dont je parle. Enfin, des trucs... Normalement, c'est des fautes bêtes, mais c'est justement... on les voit. C'est ces choses qu'on ne voit pas. C'est comme les scorcières du collège. Ça paraît aberrant quand je vous le raconte comme ça, et pourtant on avait passé des mois sur ce bouquin et pas une seule personne n'avait remarqué ce truc. Mais j'ai eu le même problème. Le cerveau, il fait pas. Il lit. Voilà. Tellement que c'est les sorcières que du coup il lit plus les sorcières, il lit les sorcières. C'est ça, et il suffit d'une seconde d'inattention et puis on marque j'étais haïté. Moi-même quand je me relis des fois. La première version du bouquin d'Alexandre qu'elle m'avait envoyé pour que je le corrige. Juste sur les premiers chapitres, j'ai dû les refaire 5 fois et encore 5 fois après il y avait des fautes et pourtant j'ai passé des heures dessus et encore après 5 fois j'oubliais, j'en revoyais, j'avais oublié un E quelque part. En plus, je pense que si l'éditeur part du principe que c'est scandaleux qu'il reste une faute, la correction est beaucoup mieux faite. Oui. Justement, parce qu'on se dit ce sera impardonnable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas une faute. De faute oui, non, mais je suis d'accord. Il faut viser l'excellence, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais... Il y en a qui font faire ça aux stagiaires, des masters métiers d'édition. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut accorder de l'importance à la correction. Il faut viser l'excellence. Mais voilà, comme je disais, on est tous faillibles et on oublie tous un GT à IT à un moment donné ou autre chose. Et voilà, même le meilleur des correcteurs peut avoir une seconde d'inattention. Enfin, je trouve qu'en tous les cas, les correcteurs professionnels sont vraiment ceux qui font moins de... oui, il faut passer par un correcteur, il faut passer par un vrai correcteur, c'est sûr. C'est ça leur rôle de faire les relecteurs, éditeurs, c'est aussi leur métier. Et alors eux, par contre, certains... Oui, de toute façon, voilà, il y a différents... Tout le monde n'est pas non plus au même niveau de compétences, quel que soit le métier. Quel que
sur les métiers. On ne sait pas forcément sur qui on va tomber, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on sait. Ah, bah t'as travaillé sur tel livre, bah, effectivement, j'ai pas vu de faute. On ne sait pas quand même sur ce qu'il y a, c'est qu'avant, dans les vieux bouquins, il y a quasiment... Enfin, moi, j'ai jamais vu de faute dans les vieux bouquins parce que c'était fait en interne aussi. Ce qui fait que les correcteurs débutants, ils étaient dans une équipe avec des gens plus âgés, plus compétents. Enfin, c'est évidemment maintenant qu'ils sont été externalisés, ils sont là tout seuls devant le truc. Et comme il faut bien qu'ils débutent aussi, eux, certainement. Donc cette économie qui a été faite sur leur dos. Et puis les correcteurs, c'est vraiment ceux sur lesquels il y a des grosses économies qui sont faites. Ah bah oui. Oh bah la correction, c'est pas la peine. Moi, je suis bon en orthographe, je vais corriger moi-même. Et puis de toute façon, mes lecteurs... Je vais passer au comité de lecture, et puis je vais passer à mon mari. Puis mes lecteurs ne le feront pas, ils en savent moins que moi, forcément, mes lecteurs. C'est vrai, hein, dans la tête, c'est ça. Non, c'est ça. Et puis la correction, c'est pas que de l'orthographe. Oui, non, c'est pas que, il y a la syntaxe, la grammaire. Il y a le fond. Le fond, c'est les relecteurs, c'est encore autre chose. Oui, mais même moi, ça m'arrive quand je corrige de trouver des erreurs. Ah ben tiens, là, je sais pas, je vous dis un truc au hasard, c'est même pas un exemple vrai, mais voilà, il habite au numéro 32 et 50 pages plus tard, il habite au numéro 33. C'est du fond. Mais c'est des détails comme ça sur lesquels moi je vais tiquer parce que j'ai jamais mis le nez dans le texte, alors que l'éditeur, lui, il y est depuis des mois, qu'il a le nez dans le guidon et qu'il y a des trucs comme ça qu'il voit plus. Moi, je tombe dessus, ça me semble évident, je dis, ah, là c'était le numéro 32, c'est le numéro 33. Ça, c'est bien. Alors faire un choix. Il y en a beaucoup aussi. Voilà, et c'est comme les noms propres. Ça m'est arrivé de corriger des bouquins où il y avait un nom propre qui était écrit 4 fois et 4 fois de manière différente. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de faire mes petites recherches. Qui change de nom, de route, alors ça m'est jamais arrivé, mais voilà, un nom propre qui a un nom propre, il suffit de le chercher sur Internet ou dans un dictionnaire de noms propres. En plus, avec Internet, outil merveilleux, on arrive beaucoup plus facilement à faire des recherches aujourd'hui, je pense qu'il y a une vingtaine d'années. Il suffisait de chercher ce nom propre et de le trouver et de l'écrire 4 fois de la même manière. C'était pas bien compliqué. Et non, c'est des erreurs qui subsistent toujours et sur lesquelles il faut être super pointu parce que c'est là-dessus que va se faire la différence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez réussi à débuter, à rentrer dedans en 2013. J'ai eu un gros coup de chance, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai été diplômée d'une école de communication visuelle, donc très axée pub, où on avait quand même eu quelques bases de dessin. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait, en fait, je veux pas du tout faire ça. La pub, je déteste. J'ai eu des stages dans des grosses agences et j'ai détesté ça. J'ai détesté la mentalité, la manière de travailler, tout. Donc j'ai commencé à me réorienter pour être auxiliaire vétérinaire. Parce que quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, je me suis autant revenir vers les animaux. Et puis pendant que j'essayais mes cours par correspondance, je dessinais un petit peu, j'avais toujours mes affaires d'école. J'ai continué à dessiner, je me suis remise vraiment à dessiner, j'ai laissé tomber le graphisme. Donc, je dessinais. Et puis on m'a suggéré d'ouvrir une page Facebook. Puis j'ai fait, oh non, c'est mégalo quand même. Je dessine pas assez bien pour une page Facebook. Ouais, mais si, vas-y, ça engage à rien. Puis comme ça, je le montrerai à Tata Daniel. Là, bon, si tu le montres à Tata Daniel, on va pas faire sur Facebook. Parce que moi, j'ai pas envie d'ajouter Tata Daniel sur Facebook. Je la connais pas. Voilà, donc j'ouvre ma page Facebook. Et voilà, il faut savoir aussi que je publie des textes sur Internet, sur des plateformes de partage d'histoire. Et que j'ai quelques lecteurs quand même dessus. Et parmi ces lecteurs, des auteurs qui se sont fait éditer. Et qui savent que je dessine, parce que quand je publie un texte, je publie pas que le texte, je raconte ma vie, j'aime bien. Éventuellement, tu postes un dessin à côté. Et regardez le dessin que j'ai fait. J'aime bien. Je poste un dessin à côté, je laisse un lien vers ma page en disant voilà, si vous voulez plus d'activités, allez sur ma page Facebook, je poste des dessins, vous verrez, c'est cool. Et de fil en aiguille, on est venu me voir en me disant voilà, je vais faire publier mon livre, mon éditeur cherche quelqu'un pour faire une couverture, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai commencé comme ça, avec cet éditeur qui m'a fait des merveilleuses couvertures à 50 €, avec des promesses de monts et merveilles, je te présenterai à Flammarion, Gallimard, etc. Que j'étais naïve. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça, j'ai fait
plus d'une vingtaine de couvertures pour cet éditeur-là. Et après, j'ai un autre éditeur qui est venu me voir. Oui, alors j'ai vu que vous faisiez des couvertures de romans. Quels sont vos tarifs? Puis, du coup, ça t'a fait de la pub quand même, c'est pas mal. Ouais, finalement. Voilà, et puis c'est beaucoup de bouche à oreille. En fait. C'est énormément de bouche à oreille. Je veux dire, si j'avais jamais posté mes textes sur Internet, j'aurais jamais eu d'auteur qui me. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment parti grâce à ça. Après, par la suite, je me suis fait un site internet, donc il y a 1 an, pro, qui me sert de vitrine. Sinon, j'avais que ma page Facebook. Donc là, maintenant, j'ai fait mon site internet en français, je l'ai fait en anglais aussi. Et j'ai beaucoup plus de demandes d'un seul coup. Je bosse beaucoup sur le référencement, sur tout ce genre de choses, en fait. C'est très important et ça influe énormément, en fait, sur les contacts qu'on va avoir. Et j'ai beaucoup de gens des États-Unis en fait qui me contactent pour des couvertures, des cartes, etc. Ouais. Cool. Ouais, et du coup, enfin. Un jour je vais l'acheter, je vais dire oh ça c'est Tiff qui l'a fait, je Ouais, mais voilà, c'est vraiment parti de rien du tout, une toute petite étincelle. Et puis après, le fait d'être actif aussi, beaucoup, et de s'intéresser aussi à ce que font les autres. Si on reste enfermé dans sa petite coquille, ça n'aide pas non plus. Ça permet vraiment. Je pense que ça peut permettre d'aller très loin. Votre site, on le trouve là en tapant juste votre nom Alors j'ai une carte sur mon stand, si vous voulez que je vous en donnerai une. Ouais. Donc, mais sinon, oui, vous tapez Tiffs sur Google, ça doit être le premier résultat qui tombe sur le site. Vous faites plutôt de l'administration traditionnelle ou sur ordinateur avec une tablette Alors je suis surtout sur ordinateur. Surtout pour tout ce qui est couverture de romans. À partir du moment où c'est des commandes, c'est tellement plus pratique de retoucher quelque chose, de modifier sur le numérique. Parce que si je dessine quelque chose à l'aquarelle et qu'en fait il faut changer la tenue du personnage... Oui, c'est embêtant, il faut refaire. Faut refaire. Et ça, t'as appris pendant tes études du coup, d'utiliser l'informatique Pas du tout. Pendant mes études, j'ai appris les différentes techniques de peinture, de dessin. J'ai eu des croquis de nus, de la nature morte. Après, j'ai eu technique de com, logo et tout ce qui est vraiment graphisme pur et dur. En fait, voilà, j'avais ma tablette graphique parce que ça faisait bien d'avoir une tablette graphique quand on était étudiant. C'est comme, voilà, on est tous étudiants en com, on a tous un Mac, un vieux PC pourri. Voilà. C'est vrai, c'est ça. Donc on a tous un Mac et une tablette graphique. Ah voilà, je dessine avec quelqu'un. Je plutôt prendre une souris, on prend la tablette graphique. Donc j'ai gardé ma tablette graphique et comme je connaissais Photoshop, de toute façon, j'ai commencé à dessiner avec Photoshop. Au départ, c'était une catastrophe parce que même si la tablette graphique sert de feuille et de crayon, c'est pas pareil. Il y a quand même un petit temps d'adaptation. D'ailleurs, le style est différent, je pense, sur Photoshop, on n'arrive pas à retrouver le même style. Non, c'est clair. Et je sais que pendant très longtemps, après, j'ai fait que de l'illustration numérique. Et quand je suis repassée un peu au traditionnel, je ne savais plus dessiner. Parce que j'avais l'habitude, quand je faisais des visages, l'œil était trop à droite, je le remettais. Et puis il était trop grand, je le réduisais. Et là, j'étais là, je peux pas le faire. Il n'y a pas de contrôle. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de dessiner, de vouloir faire pomme Z pour supprimer, pour annuler. Comme ça. J'ai pas de touche. J'ai des Tipex. Je dessine à l'encre. Oh non. Et c'est vrai qu'en fait, on perd la minutie quand on est sur ordinateur. Quand on dessine à la main, on fait vachement plus gaffe à comment on place les choses avant de faire dans le définitif. Non, puis on perd aussi sur ordinateur, je trouve que tout est beaucoup trop propre généralement, parce que du coup on a tendance à effacer, à avoir vraiment lisser le truc. Alors, tout est lisse, comme le Photoshop des photos. Oui, c'est ça. Sur papier, déjà il y a que dans du papier, et puis il y a toujours un trait qui part un peu sur le côté, un point qui se perd. Du coup, ça donne un style aussi. Pas forcément. On a tendance à effacer sur ordinateur ce qu'on fait de base, de toute façon, parce que c'est comme ça qu'on dessine avec des traits de trait. Et quand on dit tout, on essaie de finir bien lisse, bien propre. Et à la fin, on a un truc tout lisse, on se dit, merde, en fait, je préfère mon dessin croquis que j'avais fait à la base sur papier. C'est souvent ça. Après, moi, ce que je fais pour contrer un peu ça, c'est je fais des speed painting pendant 30 minutes. Pour ça, je vais pas dans les détails, je suis là, bon. Et après, je le reprends quand même un petit peu. C'est ça, c'est le mais je le reprends un petit peu. C'est ça, un petit peu, et puis 2 heures plus tard, je me suis perdue dans mon dessin.
Sauf que vous pouvez avoir sauvegardé le premier truc quand même, vous pouvez revenir du coup si... Pas forcément. Non, pas forcément. Quand on est sur l'ordinateur et qu'on a la phobie de Photoshop qui plante, on enregistre toutes les 2 secondes. oui, mais sauvegarder sous un autre titre. Ah oui, oui, dire, aussi, ça. bon, si je suis allée trop loin, je reviendrai au Des calques truc. comme ça. Ouais. Oui, moi aussi je garde les calques de brouillon et après j'ai les calques de lissage par-dessus. Il faut revenir en arrière si jamais. C'est ça. J'ai des illustrations à 200 calques. C'est très rare, mais à la fin en général j'en fusionne plusieurs. Faut pas non plus. Bah oui, vous l'envoyez pas comme ça à la compo quand même. Non. De toute façon, j'envoie pas les fichiers sources. Hein. J'envoie en haute définition, mais JPEG. Non, un fichier Photoshop va faire de l'ordre du 600 mégaoctets. C'est vraiment très lourd. C'est vraiment très lourd. Petit joueur. Plusieurs gigas pour un fichier wave pour moi. Ah bah oui, forcément. Forcément. Je suis pas encore arrivée au giga. J'espère que j'y arriverai jamais parce que ça fait vraiment ramer l'ordi. Même les Mac. Est-ce que je peux te demander quelle config tu as? Quelle config? C'est-à-dire? Genre, t'as quoi exactement comme... Je suis sous OS Yosemite. D'accord. Tout simplement. Donc je travaille sous un iMac qui a 8 Go de mémoire vive. Et c'est un disque dur de 500 gigas, pardon. C'est pas la bonne... Donc 500 gigas. D'accord. Et sur la dernière version de Adobe, j'imagine, Photoshop? Pas du tout, je suis avec une antique CS3. Ah oui. Eh oui, parce que j'ai... en fait, quand j'étais étudiante, j'ai acheté les licences des logiciels. J'ai les CD sous Mac. Et sous Mac, les logiciels Adobe sont très durs à craquer. Enfin, moi, en tout cas, je m'y connais pas assez pour les craquer, je les trouve pas. Et j'ai toujours cette peur, en fait, de si je craque, comme je suis à mon compte, si un jour j'ai un contrôle, bon, ça n'arrivera certainement jamais, mais j'ai toujours cette... Pourquoi tu fixes je sais pas, Enfin, parce que le fixe... Non, pas fixe. Je peux avoir un contrôle ou quoi d'une version craquée. Je sais, enfin, ça n'arrivera jamais, hein, mais... Non, je pense c'est un peu... pénalisé pour ça, parce que c'est une personne... Ouais, enfin, il peut envoyer la répression des fraudes, enfin, il non, est mais parti, là. Non, mais il va pas se faire chier pour un... C'est pas la petite illustratrice du fin fond de la chambre intime. Il n'y a que ça, vous risquez que ça. Non, voilà, je sais bien. Comme scénario, je sais bien, mais enfin, je sais pas, c'est comme... tu préfères être honnête. Voilà, je suis vous risquez plus un contrôle fiscal, hein. Ouais, mais ça, c'est pareil, je suis super carré. Je pense que ça, vous y aurez sûrement droit à la fin de vos jours, mais alors le contrôle Adobe... du coup, je suis avec une CS3, elle marche bien. Oui, puis si tu la maîtrises. Puis je la Même ça la fout mal au niveau de la notoriété. Genre, quand on entend « Ah ouais, machin, il a craqué son logiciel et tout. » Après, il y a tellement de gens qui le font, de notoriété, je suis pas sûre. Je sais pas. Après, ça reste du piratage, moi je sais que... Le piratage, c'est du vol. C'est ça, voler et puni. C'est ça, vu qu'on parle de droit d'auteur, exactement. On n'est pas au même niveau. Donc j'ai mes petits logiciels bien en CD ou tout ça. Puis j'ai aussi la peur de si mon ordinateur plante et que je suis obligée de réinstaller ce truc-là, que je ne retrouve pas le crack et que je sois coincée avec ma vieille version CS3 et mes fichiers... CS5. Non, ils sont même CC, ouais. Par le Creative Cloud, il n'y a même plus de CD maintenant, c'est l'abonnement par mois. Oui. Donc que je suis obligée en fait de faire ce truc qui seront, je pourrais pas les ouvrir en fait sur ma CS3. Parce que les vieilles versions elles marchent sur les nouvelles mais pas l'inverse. C'est ça. Je connais trop bien. Ouais, donc ça aussi c'est un petit peu la petite peur. Tant que CS3 marche sur mes ordis, je la garde. Pour l'instant ça marche encore, je pense que bientôt ça ne marchera plus. Pour l'instant ça va. Mais un jour je serai riche et j'achèterai l'abonnement Adobe CC. Il faut quand même gagner assez d'argent parce que c'est 50 € par mois. Ah ouais. Faut avoir le... Ah oui. Ah oui, non, Adobe ils se font plaisir. Je savais que les logiciels étaient chers, mais plutôt on les achetait. C'est pas si cher que ça. Je pensais que l'abonnement du coup était moins cher. Oui. Le problème de l'abonnement, tous les logiciels qu'il y a et de la qualité, t'as tout.
C'est ça, je veux dire, moi, mes licences, je les ai payées, j'ai eu un tarif étudiant, je les ai payées 575 € pour toute la Creative Suite, donc c'est bien, enfin, ça va. Je les ai très vite rentabilisées. Je les ai largement rentabilisées. Si je paye un abonnement tous les mois, je le rentabilise beaucoup moins facilement que l'investissement de base sur un ou alors, il faut se... Non, ça marche pas, c'est pas une personne. Ah, deux ordinateurs maximum. ah d'accord. Ouais. Bah, au pire, avec quelqu'un, ça fait 25 € par mois, c'est déjà plus cher. Après, genre sur 10 ans, ça te fait un Photoshop à plus de 10 000 €, c'est genre... Ouais, mais avec toutes les mises à jour. Il est mis à jour. Oui, non, mais après, je sais, après ça dépend de quel logiciel tu prends, machin. Après, c'est pas Photoshop à 50 €, c'est toute la gamme. Ouais, c'est la Master Suite, ah, tout le truc. Ouais, c'est tout le pack. Donc ça fait quoi, 6 logiciels? Il y a plus de moi. Ah oui, il y a plus que ça. Il y a Illustrator, il y a Illustrator, c'est cher pour un budget d'administrateur, mais pour ce que c'est vrai que c'est pas. Il y a Adobe Premiere Pro, il y a. Il y a tellement maintenant de licences de tester de nouvelles choses. After Effects, c'est aussi après. oui, tout, enfin, tout le gamme Dreamweaver, tout. Oui. Ils auraient pu prévoir quand même un moyen, oui, de pouvoir l'acheter à plusieurs et se le partager. Après, c'est les licences pour les entreprises, je pense que ça doit exister. Les licences entreprises, mais plus cher. Voilà, c'est ça. Un prix pour les entreprises et un prix pour les indépendants. Ils savent bien que les indépendants, de toute façon, ils n'ont pas les moyens de mettre ça, donc ils vont craquer le truc, donc ils ne gagnent plus rien. Les entreprises, elles pensent qu'à leur bénéfice à la fin de l'année. Oui, mais justement, c'est quoi le bénéfice quand tous les S'ils ont calculé comme ça, à mon avis, c'est qu'ils sont rentables comme ça. Surtout pour les étudiants. Il y a des managers qui font des erreurs aussi. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, une entreprise comme Adobe, on peut supposer qu'elle a fait quelques calculs avant de se lancer là-dedans. Le truc pour les étudiants, c'est qu'ils ont des marchés avec les écoles. En fait, eux, ça les intéresse vachement que les élèves soient formés sur leur logiciel. Parce qu'après, dans le milieu professionnel, voilà, ça se répercute et ils y gagnent comme ça. Et du coup, tu es formé sur ce logiciel et tu achètes voilà, ce logiciel. Voilà. Puis parce que la plupart des étudiants craquaient le truc, quand il fallait le payer plein pour. Ah bah de toute façon, enfin moi, ça, je suis étudiante, j'ai pas payé craque dans la classe. Et puis tout le monde là, grosse réduction. C'est plus compliqué qu'avant. Pour craquer avant, il y avait un CD, tu l'installais, c'était facile. Maintenant, il faut installer les versions d'essai, et changer, modifier un fichier, changer les paramètres dans le terminal. Enfin, il y a quelques trucs qui sont un peu plus compliqués. Oui, c'est pour ça que quand je me disais. C'est toujours faisable. Il faut se renseigner, enfin, du coup ça prend plus de temps, c'est moins facile qu'avant. J'imagine que oui, il y a sûrement des gens qui doivent au moins craquer ou fonctionner avec les anciennes versions. Oui, ça doit être rentable pour eux. Et puis Dios, c'est trop compliqué à craquer, je vais l'acheter, ce sera plus terminé. Voilà. Ouais, mais il faut voir, il faut avoir les capacités aussi de craquer. Moi, je sais que je ne sais pas. Je suis pas une grande en informatique, mais je peux les compétences pour ça. Bah, disons que, voilà, c'est ça. Chercher vraiment comment ça marche pour craquer quelque chose. Surtout ces logiciels-là, ça prend du temps. Il faut trouver le truc. Parce que c'est pas un truc de comment craquer Photoshop. On trouve rien. Il faut chercher. Enfin, si, mais au bout d'un moment, quoi, de lien en lien. C'est pas les premiers liens qui vont s'afficher. Parfait. La première réponse sur Google me dit comment craquer Photoshop. Merveilleux. Il y a 40 façons de craquer qui ne sont pas forcément correctes. Il y en a plein où ils donnent des mauvais fichiers, où il faut mettre qui sont Windows, tout sur Mac, donc c'est pareil, il faut trouver le bon truc. Les techniques changent aussi selon les versions de Adobe depuis des années. Ils peaufinent un peu leur truc pour éviter que ce soit craqué. Donc il faut avoir la motivation quand même pour le craquer. La motivation, c'est d'économiser 50 € par mois. Ouais, il y a quand même cette motivation. C'est une course aux ornements. J'aurai la motivation quand ma CS3 ne marchera plus. À ce moment-là, je reconsidérerai la question. Je pense qu'on est bon. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que c'était pas trop